Il y a actuellement une pandémie électro-hypersensible. En France, par exemple, on est à peu près à 5% d'électrosensibles en France et ce pourcentage ne fait que croître, ce qui représente plusieurs millions d'individus qui sont intolérants à des basses intensités de champs électromagnétiques. Et c'est la même chose au niveau du monde, c'est des centaines de millions d'électro-hypersensibles dans le monde. La pathologie ne concerne pas uniquement les humains, ça concerne les plantes et les animaux, et nous savons que les champs électromagnétiques dépriment l'immunité et de façon chronique, et notamment la 5G va augmenter de plus en plus le nombre de ces malades, mais les champs électromagnétiques ne font pas qu'induire des électrosensibilités, ils induisent aussi des cancers, des maladies neurologiques telles que la sclérose latérale amyotrophique. Eh bien, dans les quelques années qui viennent, personne ne niera que les champs électromagnétiques peuvent donner des maladies. Bonjour professeur Pelbaum. Bonjour. Et bienvenue dans l'émission Esprit français. Merci. Vous êtes un cancérologue reconnu. Oui. Et vous avez écrit un livre, celui-là, le livre noir des ondes et les dangers des technologies sans fil. Oui. Et alors, première question, c'est tout d'abord, comment se fait-il en fait, vous êtes passé de cancérologue à spécialiste des ondes, des électrosensibles? Et d'abord, je voudrais vous dire que c'est en toute indépendance politique que je parle. Je suis avant tout un chercheur scientifique, cancérologue effectivement, et je me suis intéressé aux ondes tout simplement parce que des malades sont venus me voir en croyant qu'ils avaient une tumeur du cerveau. Et après des investigations complémentaires, j'ai découvert qu'ils n'avaient pas de tumeur du cerveau, mais qu'ils étaient atteints d'électrosensibilité. Donc c'est comme cela que j'ai fini par voir plus de 3000 patients atteints d'électrosensibilité ou avec une sensibilité multiple aux produits chimiques qu'on appelle le MCS. Et de fil en aiguille, j'ai été amené à étudier plus particulièrement l'électrosensibilité. D'accord. Et selon vous, quelle est l'origine justement de cette maladie électrosensibilité? Alors, je parle bien sûr scientifiquement avec une énorme prudence. Il faut savoir que c'est une maladie émergente, c'est l'électro-hypersensibilité et que, si vous voulez, il y a encore des points de la recherche qui sont encore nouveaux et donc pas encore complètement établis au plan international. Disons que l'électro-hypersensibilité se définit comme étant chez les malades une maladie du cerveau particulière qui est définie comme un abaissement du seuil de tolérance aux champs électromagnétiques. Autrement dit, les malades tolèrent très mal les champs électromagnétiques qui sont dans l'environnement. Alors, c'est une maladie où il faut distinguer deux choses. Les champs électromagnétiques induisent des symptômes chez ces malades qui ont un abaissement de tolérance aux champs électromagnétiques. Il faut distinguer cela de la cause même de l'électro-hypersensibilité qui est également liée aux champs électromagnétiques mais qui peuvent être causés aussi par des produits chimiques. Mm-hmm. Et d'après vous, parce que votre livre, c'est les dangers des technologies sans fil, c'est-à-dire ces champs électromagnétiques, principalement, ça vient des téléphones portables, des Wi-Fi. Il y a depuis ces dernières années, depuis la découverte de l'électricité, on a mis en évidence le fait que quand
un courant électrique circule dans un fil, ça crée un champ magnétique à côté, ça dévie l'aiguille aimantée d'une boussole. Et donc, si vous voulez, maintenant, on a de plus en plus dans l'environnement mis en évidence des champs électromagnétiques artificiels qui donc tels que le téléphone portable, la Wi-Fi, ce qu'on appelle les DECT, c'est-à-dire la téléphonie mobile sur socle, entre autres, et donc on est en face maintenant d'un véritable électrosmog qui fait que ça retentit sur la santé des individus. Et quels sont les symptômes en général? Les symptômes, c'est de deux types. D'abord des symptômes, des maux de tête essentiellement, mais aussi des picotements, des brûlures cutanées associées à des vertiges et à des troubles cognitifs, c'est-à-dire une perte de mémoire immédiate et une trouble de la concentration qui peut conduire quelquefois à une véritable confusion. Et puis à cela s'ajoutent des manifestations plus chroniques qui sont l'insomnie, la fatigue et la dépression. Donc si vous voulez, c'est l'ensemble de ces symptômes qui ne sont pas spécifiques en eux-mêmes, mais dont l'association permet de reconnaître la maladie, dont le diagnostic se fait grâce à l'existence de ces symptômes, mais aussi grâce à des tests biologiques qui permettent de mettre en évidence l'existence de marqueurs biologiques. Donc c'est une maladie maintenant du système nerveux central qui repose sur des critères diagnostiques, cliniques, biologiques et radiologiques. Et c'est ça, depuis 10 ans, nous avons fait des recherches et montré que c'était une maladie, un désordre pathologique dont on pouvait faire le diagnostic, traiter et même prévenir, puisque dans la plupart des cas, les champs électromagnétiques sont en cause. D'accord. Et comment vous pouvez, c'est-à-dire diagnostiquer, c'est-à-dire vous pouvez savoir il y a un lien en causalité de ces maladies, enfin des symptômes avec les ondes? Alors, comme je l'ai dit, il y a deux liens. Il y a le lien entre les champs électromagnétiques et les symptômes et le lien étiologique qui cause l'électro-hypersensibilité. C'est deux approches différentes. Et nous venons, il y a quelques mois, de publier les résultats au plan international montrant que les champs électromagnétiques pouvaient causer ces liens. Alors, le principal argument est de dire que l'électrosensibilité est apparue simultanément au développement des technologies sans fil, c'est-à-dire qui émettent des champs électromagnétiques, et que deuxièmement, on sait chez l'animal que les champs électromagnétiques sont très dangereux, et également au niveau des plantes. Donc, ce qui veut dire que on a des arguments expérimentaux chez les animaux, chez les plantes et les animaux, et puis on a des arguments qui sont d'ordre conjoncturel, fonction de ce qui arrive, et qui nous permettent de dire que la maladie avant l'existence des champs électromagnétiques, cette maladie n'existait pas. Depuis le fait que on a développé des technologies sans fil, etc., la maladie est apparue. Donc ça n'est pas une cause, mais c'est un argument de cause. Et il y a d'autres faits aussi qui permettent de dire que l'électrosensibilité est liée au champ électromagnétique. C'est que les malades, quand on les soustrait au champ électromagnétique, les symptômes par exemple disparaissent, et même l'électro-hypersensibilité en tant que cause
a tendance à régresser. Voilà, donc c'est une suite d'arguments que nous avons publiés. Il est difficile de comprendre tout ce qui se passe, mais indiscutablement, nous avons affaire à une pandémie, une véritable pandémie, parce que tous les pays sont concernés, la Chine aussi bien que l'Europe et aussi bien que les États-Unis. Et c'est d'ailleurs une maladie qui est reconnue par l'OMS en tant que telle, mais dont, bien sûr, la cause au champ électromagnétique est encore en discussion. D'accord, donc selon vous, il y aura une pandémie électrosensible? Il y a actuellement une pandémie électro-hypersensible. En France, par exemple, on est à peu près à 5% d'électrosensibles en France et ce pourcentage ne fait que croître, ce qui représente plusieurs millions d'individus qui sont intolérants à des basses intensités de champs électromagnétiques. Et c'est la même chose au niveau du monde, c'est des centaines de millions d'électro-hypersensibles dans le monde. Donc, vous dites qu'il y a plusieurs millions de Français souffrent, oui. C'est-à-dire intolérants aux ondes. Intolérants aux faibles intensités de champs électromagnétiques, qui est la définition de l'électrosensibilité. Car on peut être intolérant aux champs électromagnétiques à des intensités élevées, bien sûr, et ça ne rentre pas dans l'électrosensibilité. Rentrent dans l'électrosensibilité les gens qui sont intolérants aux faibles intensités de champs électromagnétiques. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté concernant la reconnaissance de cette maladie. Ah, parce que si il y a plusieurs millions de Français, normalement, ça doit faire un grand bruit. Pour le moment... Ça fait un grand bruit. Il y a beaucoup d'associations en France et d'ailleurs dans les autres pays d'électro-hypersensibles. Le problème de fond, c'est que ça n'est pas encore reconnu au niveau politique parce qu'il y a des intérêts économiques et financiers contradictoires. Il y a les opérateurs et ce qui fait qu'on néglige les problèmes de santé pour favoriser l'économie et les opérateurs notamment. Est-ce qu'officiellement, il y a des moyens, par exemple, de mesurer des effets néfastes des ondes électromagnétiques sur le corps humain? Il n'y a pas de méthode qui permet de mesurer l'effet des champs électromagnétiques sur le corps humain. Il n'y a que des signes indirects, conséquences des champs électromagnétiques, mais avec des symptômes cliniques et biologiques et radiologiques qui sont des conséquences de l'effet néfaste des champs électromagnétiques, mais qui sont non spécifiques. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut bien sûr mesurer l'intensité de ces effets, mais ça n'est qu'une conséquence indirecte des champs électromagnétiques, c'est pas une mesure directe des champs électromagnétiques. Et on distingue chez les électro-hypersensibles 3 stades. Un stade où les effets sont négligeables, sont peu intenses. Un stade intermédiaire où ces effets sont déjà prédominants. Et enfin, un troisième stade évolutif où les effets sont analogues, entrent dans le cadre d'une maladie de type Alzheimer, c'est-à-dire qu'on est là dans des syndromes confusionnels majeurs et des maladies neuropsychiatriques. D'accord, donc c'est-à-dire il y a des gens peut-être... Ils sont malades, mais ils ne savaient pas que c'est à cause des ondes. Voilà, ça c'est le stade 1. Ils ont des symptômes, et par exemple, ils n'arrivent pas à dormir la nuit, ils sont fatigués, ils ont des maux de tête, mais ils n'ont pas trouvé de lien avec les champs électromagnétiques. Et puis vous avez un deuxième stade où là, ils font le lien avec les champs électromagnétiques, et donc le tableau se complète avec une fatigue chronique et même une tendance dépressive. Et puis le troisième stade où il y a un syndrome confusionnel qui s'installe et où
si vous voulez, là, on entre dans le domaine de la neurologie et de la psychiatrie, et où le tableau se rapproche d'une maladie d'Alzheimer. Ok, donc ça peut être vraiment très grave en fait. Oui, c'est très grave. Nous avons quelques cas dans la série de 3000 malades électro-hypersensibles analysés. Nous avons des cas d'atrophie cérébrale, c'est-à-dire que sous l'effet des champs électromagnétiques, certains neurones du cerveau dégénèrent et meurent, et donc on entre dans des pathologies neuropsychiatriques lourdes. Donc en fait, selon vous, vraiment c'est une maladie réelle, c'est pas... C'est une maladie réelle, absolument réelle. Ça n'est pas, si vous voulez, une invention des malades. Ils sont véritablement malades. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est de savoir comment cette maladie va évoluer en termes de pourcentage de maladies type Alzheimer, par exemple. C'est encore du domaine de la recherche. D'accord. Mais est-ce que dans le milieu scientifique, ce sujet, c'est un tabou? Ou il y a une division sur les avis? Il y a deux niveaux. Oui. Il y a le niveau purement scientifique, où là encore, il y a des controverses qui existent au plan scientifique, parce qu'on ne connaît pas encore tout à fait le mécanisme d'action des champs électromagnétiques sur le corps et sur le cerveau notamment, et où il y a très peu d'équipes dans le monde qui travaillent sur l'électrosensibilité. Nous sommes leaders dans le monde avec une série qui est la plus grande série de ce type de malades. Et nous avons une database qui est aujourd'hui la plus importante dans le monde. Bon. Mais ça, c'est une controverse scientifique où on peut discuter tel ou tel point de vue de la maladie. Et puis vous avez surtout une controverse sociétale, politique, c'est-à-dire que là nous avons en face de nous une non-reconnaissance de la maladie par les pouvoirs politiques, tout simplement pour protéger les intérêts des opérateurs. Donc ça veut dire que là, c'est un domaine qui n'est pas scientifique, mais qui est très souvent polémique, et c'est ça qui fait la difficulté de reconnaissance de cette maladie. D'accord, parce que j'ai entendu, c'est en 2018, c'est ça, je pense que vous avez eu un avertissement du Conseil de l'Ordre des médecins. Alors, c'est exactement le reflet de ce que je venais de dire. Ce n'est pas une controverse scientifique, c'est tout simplement parce que une firme opérateur particulière m'a apporté plainte au Conseil de l'Ordre pour ce qui était de ma pratique médicale, et que le Conseil de l'Ordre, dans un premier temps, m'a donné un avertissement. Mais le problème va être réglé car j'ai fait appel, nous avons fait appel, et que ceci doit se juger dans les semaines qui viennent, et que manifestement le Conseil de l'Ordre a failli à sa déontologie en m'attaquant sur des données qui n'étaient pas correctes au niveau de la médecine. Notamment, l'électro-hypersensibilité a été reconnue par l'OMS, et donc j'ai toujours dans ma pratique défendu les malades avant les considérations politiciennes, et donc aujourd'hui 90% des électro-hypersensibles sont reconnus comme handicapés. C'est une véritable pathologie qu'il faut en tant que médecin prendre en charge. Donc je n'ai rien à regretter en ce qui me concerne, et si c'était à refaire, je ferais pareil, c'est-à-dire prendre en charge les malades, les traiter, comprendre la maladie d'abord, les traiter et éventuellement prévenir cette pathologie majeure qui est très importante au plan mondial, puisque nous sommes en présence d'une pandémie
aussi grave, si ce n'est plus grave que le Covid-19. Et d'ailleurs, je dois à ce sujet vous dire la chose suivante, c'est que la pathologie ne concerne pas uniquement les humains, ça concerne les plantes et les animaux, et en particulier les animaux. Et nous savons que les champs électromagnétiques dépriment l'immunité, et de façon chronique, mais on doit absolument admettre que les champs électromagnétiques non ionisants, c'est-à-dire non thermiques, qui ont des fréquences inférieures à la lumière visible, sont pathologiques et peuvent être générateurs de maladies virales. D'accord, donc c'est vraiment dangereux pour tous les êtres vivants en fait, pas seulement les humains. C'est dangereux pour tous les êtres vivants. Il y a des milliers d'articles aujourd'hui qui disent que c'est dangereux pour les plantes, pour les animaux et maintenant pour l'homme. Et notamment la 5G va augmenter de plus en plus le nombre de ces malades, mais les champs électromagnétiques ne font pas que induire des électrosensibilités. Ils induisent aussi des cancers, des maladies neurologiques telles que la sclérose latérale amyotrophique, peut-être même la sclérose en plaques. Et enfin, il faut savoir que les enfants sont très vulnérables aux champs électromagnétiques et ça peut donner des troubles du comportement chez l'enfant, voire de l'autisme. Tout ça est en évolution au plan des recherches, et c'est-à-dire que ça explique que le pouvoir politique ne voit que la partie économique du sujet et néglige les effets sanitaires, tout simplement parce que ils espèrent qu'il n'y aura rien à voir au niveau scientifique et que les médecins n'auront pas à traiter les malades parce qu'ils refusent d'avoir une offensive vis-à-vis des opérateurs, et tout simplement pour défendre les intérêts économiques des pays. Donc c'est un grand problème actuellement, mais il faut savoir que en France, du temps de Pasteur, tout le monde, y compris les politiques, était contre la théorie des germes de Pasteur, c'est-à-dire le fait que les microbes pouvaient donner des maladies. Maintenant, personne ne pourrait nier que les microbes peuvent donner des maladies. Eh bien, dans les quelques années qui viennent, personne ne niera que les champs électromagnétiques peuvent donner des maladies. Ok. Et tout à l'heure, vous dites que c'est déjà reconnu par OMS, mais est-ce que c'est reconnu aussi en France? En France, il est reconnu que Alors, la maladie est reconnue par l'OMS, mais par contre, ce qui n'est pas reconnu par l'OMS, c'est qu'on peut en faire le diagnostic et que c'est lié aux champs électromagnétiques. Et je fais partie d'une commission au niveau de l'OMS qui informe l'OMS sur les travaux de recherche qui sont aujourd'hui effectués, et nous organiserons à la fin de 2023 un colloque, j'espère, avec la participation de l'OMS pour faire reconnaître la maladie. En France, la maladie est reconnue comme existante. C'est la condition pathologique est reconnue comme existante parce qu'on ne peut pas nier l'existence des malades. Bon, ces malades sont le plus souvent reconnus comme handicapés, c'est vrai. Mais la maladie n'est pas reconnue au plan du diagnostic et de ses liens avec les champs électromagnétiques. Ce qui fait qu'on reste encore dans l'incertitude. D'accord. Et vous, à part votre expérience, ces maladies d'électrosensibilité, électrosensibles, peut-elle guérir, c'est ça? Ça peut guérir au bout d'un certain temps, à condition de les traiter précocement et de se protéger contre les champs électromagnétiques, mais pas dans tous les cas. Dans certains cas, ça peut évoluer vers des états proches de la maladie d'Alzheimer et donc vers éventuellement une atrophie cérébrale,
Et donc, ça peut évoluer vers une pathologie neuropsychiatrique sévère. Donc, il faut rester prudent sur l'évolution non traitée qui peut induire certaines pathologies. Quand les symptômes disparaissent, ça ne veut pas dire que l'électrosensibilité, c'est-à-dire l'abaissement du seuil de tolérance au champ électromagnétique, a disparu. Normalement, l'électro-hypersensibilité persiste. Les symptômes sous traitement peuvent disparaître, mais l'électro-hypersensibilité persiste, c'est-à-dire que les malades, s'ils ne sont plus traités et s'ils ne se protègent pas, il y a réapparition des symptômes et évolution vers une pathologie chronique qui peut être d'ordre neuropsychiatrique. Donc ceci, c'est ce que nous sommes en train d'étudier actuellement par ce qu'on appelle des études longitudinales, c'est-à-dire que nous étudions le devenir des malades pris en charge il y a plus de 10 ans pour savoir ce qu'ils sont devenus. Mais donc, si vous voulez, tout cela est encore un faisceau de recherche à faire, et ce qui fait qu'il y a encore des débats scientifiques à ce sujet, et surtout une polémique vis-à-vis des politiques et des industriels qui ne veulent pas reconnaître la maladie, tout simplement parce que ça les met en contradiction avec leurs intérêts. Et à part les enfants, tout à l'heure, vous dites, sont vulnérables, oui. Est-ce qu'il y a d'autres types de personnes qui sont plus ou moins faciles à atteindre cette maladie? Ceci n'est pas encore connu. Il y a un point en particulier, c'est que l'électro-hypersensibilité, comme je le disais tout à l'heure, est associée dans 25% des cas avec une sensibilité multiple aux produits chimiques, MCS. Pour le MCS, nous avons des facteurs génétiques qui sont connus, c'est-à-dire qu'il y a une susceptibilité génétique. Pour ce qui est de l'électro-hypersensibilité, les recherches sont en cours. On ne peut pas encore dire avec certitude qu'il y a un facteur génétique en cause. Et de toute façon, ce que l'on sait, en tout cas, c'est qu'il y a probablement un mécanisme épigénétique, c'est-à-dire une dysrégulation des gènes qui apparaît au cours de l'exposition prolongée au champ électromagnétique. Mais nous n'en savons pas plus. Ce domaine est très compliqué, en fait. D'accord. Et parce que vous avez qualifié, enfin, tout à l'heure j'ai entendu vous dites il y a des symptômes comme l'insomnie, la fatigue, même la dépression. Donc ça c'est quelque chose, je pense... Non spécifique. Ouais, ça n'est pas spécifique de la maladie, mais si vous voulez, c'est cette triade symptomatique, insomnie, fatigue chronique et tendance dépressive, lorsque c'est associé à des maux de tête et à par exemple des vertiges et des troubles des troubles cognitifs, ça évoque la maladie au plan clinique, mais ce n'est pas suffisant pour porter le diagnostic. Il faut avoir recours à des tests biologiques qui sont actuellement en voie de reconnaissance au niveau mondial et éventuellement des signes radiologiques. Ce test biologique, concrètement, c'est quoi en fait? C'est des dosages de certaines molécules dans le sang, par exemple l'histamine ou une certaine protéine qui est la protéine S100B, et une autre protéine qui est la nitrotyrosine. Tous ces facteurs-là, joints aux symptômes cliniques, permettent de porter le diagnostic. Il y a d'autres facteurs encore, tels que la mélatonine dosée dans les urines, des neurotransmetteurs dans le cerveau qui prouvent que c'est une maladie du cerveau. Tout cela permet d'établir le diagnostic avec, dans certains cas aussi, des études radiologiques. Donc vous voyez qu'on est ici sur des arguments objectifs qui n'est pas du domaine qui n'est pas du domaine subjectif comme les symptômes nous le disent. Et c'est depuis 10 ans où vous êtes dans ce domaine? Depuis 2009. 2009, ok, donc ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans. Donc ça fait 13 ans que vous êtes dans les études de ce domaine. Oui. Vous avez collecté des milliers de cas
suppose. Nous sommes à plus de 3000 cas, Ok, donc. ce qui est la plus grande série mondiale. Ah, ok. C'est pour ça que nous avons l'expérience la plus pointue au niveau mondial dans ce domaine. Ok. Et les travaux scientifiques et aussi tous les cas que vous avez Oui. collectés, c'est-à-dire c'est vraiment prouver le lien de causalité entre les ondes Oui, électromagnétiques et l'électrosensibilité. Nous avons publié un article accepté au niveau international par le comité de lecture de la revue en question, où nous argumentons, nous apportons des arguments pour dire que ce sont les champs électromagnétiques qui sont bien la cause de la maladie et la cause des symptômes. C'est deux choses différentes. Et est-ce que des fois vous sentez assez seul pour battre pour la santé publique? Non, parce que je suis peut-être un peu isolé en France, considéré comme un mouton noir par les politiques. Mais au niveau international, je suis dans un consensus international qui un jour, avec des Américains, des Européens, etc., qui un jour aura raison, car les oppositions scientifiques ne sont pas très bonnes, ne sont pas très valables, c'est surtout des oppositions politiques, et là, on est dans le domaine de la polémique, et donc dans une situation où effectivement, en France, je suis un petit peu le mouton noir, mais à l'étranger, au niveau scientifique, il y a une communauté médico-scientifique internationale qui adhère à ce que je fais et qui eux-mêmes contribuent à faire émerger la vérité. Donc, si vous voulez, mon positionnement est la recherche de la vérité pure. Et donc, quand on a, en utilisant les moyens de la science, et donc lorsqu'on a cette idée-là en tête, les oppositions politiques n'ont rien à voir. C'est pour ça que ma démarche est indépendante de toute influence politique, et c'est pour ça que ce que je vais exprimer au niveau du Conseil de l'Ordre, qui m'a taxé d'un simple avertissement, mais par honneur pour moi-même, mais surtout également pour le Conseil de l'Ordre, je fais appel, et donc je crois que là, si la justice existe, je crois que je serai blanchi. C'est-à-dire que... mais si vous voulez, le monde aujourd'hui est en train d'évoluer vers un monde de corruption où même la justice, quelquefois, n'est pas au rendez-vous de la morale. J'ai un exemple en France. J'ai combattu pour l'existence de pesticides aux Antilles françaises, un pesticide qui s'appelait le chlordécone, et aujourd'hui qui a fait des milliers d'intoxiqués et des cancers, notamment de la prostate. Et aujourd'hui, la justice s'oriente vers un non-lieu. Donc c'est ça qui me rend aujourd'hui dubitatif sur ce qui est l'évolution de notre société, où on peut dire tout et n'importe quoi. Regardez, en France, par exemple, les fake news, c'est nouveau. C'est absolument, ça n'existait pas avant, parce qu'avant, on disait la vérité. Maintenant, il faut rectifier la vérité en fonction de ce que les gens disent. Et donc, c'est une société aujourd'hui qui va à sa perte, parce que la vérité, il ne faut pas faire de politique de l'autruche. Ce qu'il faut, c'est regarder la vérité en face pour essayer de faire ce qu'il faut faire en vérité. Mais on a le pouvoir économique et financier actuellement est suffisamment fort pour nous faire faillir dans cette recherche de la vérité. Voilà. Donc,
c'est ça qui me rend assez abusé sur l'évolution actuelle de la société, et l'électro-hypersensibilité en fait partie. Mais nous arriverons à ce que j'espère encore, malgré cette société mensongère, c'est que nous arriverons un jour à faire reconnaître cette pathologie comme réelle et accessible au traitement. Et d'après vous, pourquoi, par exemple, le 5G, c'est dangereux pour la La santé? 5G est très dangereuse pour la santé parce que ce sont des fréquences millimétriques et qui, contrairement à ce que les opérateurs disent, n'atteignent pas uniquement les formes cutanées, n'ont pas uniquement un impact cutané, ont un impact aussi dans l'organisme plus profond, et surtout font que les gens sont plus facilement exposés encore aux champs électromagnétiques. Donc la 5G, donc là il y a encore un grand combat à mener. Ok, donc selon vous, il y aura vraiment peut-être de nouvelles maladies à cause de... Ah oui, oui, oui. Et je vous citais tout à l'heure la pandémie de Covid-19. Il y aura d'autres pandémies virales liées au développement de ces technologies sans fil avec des fréquences élevées, car c'est beaucoup plus dangereux pour la santé, les animaux et la santé, que les technologies sans fil d'aujourd'hui. Et pour les animaux et les plantes, c'est les mêmes symptômes que les humains ou c'est différent? Chez les plantes, c'est différent. C'est tout simplement des arbres ou des plantes qui ne poussent plus quand elles sont exposées aux champs électromagnétiques. Et pour ce qui est des animaux, c'est des symptômes qui ressemblent à ce qui existe chez l'homme, et surtout à des points de vue biologiques, c'est-à-dire que on a des marqueurs biologiques qui sont perturbés également. Et j'ai vu aussi que vous dites, même pour les compteurs Linky, parce que maintenant, chez tout le monde, on a le compteur Linky. Non, absolument pas. Ah bon, en tout cas, chez moi, c'était installé. Apparemment, c'est aussi dangereux? Ah, bien sûr. Ah, pourquoi? Parce que si vous voulez, ça émet des champs électromagnétiques et des courants porteurs en ligne. D'ailleurs, dans ma série de malades électrosensibles, il y a un nombre non négligeable de malades dont la maladie s'est déclenchée à cause des Linky, des compteurs intelligents. Oui, c'est tout cela. Ça fait partie du smog, de l'électrosmog. Donc c'est ce qu'il faut certainement dire, et c'est en cela que, vous savez, l'électro-hypersensibilité, ça arrive sans qu'on s'en aperçoive. C'est quand on a une utilisation excessive du téléphone portable, c'est des douleurs à l'oreille, une chaleur d'oreille qui survient. Et le Linky, c'est en général... Le Linky ne provoque pas, ou très, très faiblement, d'électro-hypersensibilité, mais ça aggrave une électro-hypersensibilité préexistante. Donc, si vous voulez, c'est à déconseiller, surtout quand on est électro-hypersensible. Et si vous voulez, il faut essayer de s'en passer quand on peut. Donc, d'ailleurs, l'opérateur qui pose les Linky reconnaît qu'en cas d'électro-hypersensibilité, il retire le compteur Linky. Ah, donc c'est possible. C'est pas obligatoire. Ah. Ça n'est pas obligatoire. La pose d'un compteur Linky n'est pas obligatoire. On peut se la faire retirer. Donc, ça a été en particulier l'une des plaintes contre moi, mais je persiste et signe et dis qu'aujourd'hui, il faut diminuer au maximum l'émission de champs électromagnétiques à domicile,
Mais aujourd'hui, vous avez vraiment un électrosmog tout azimut à l'intérieur de chez vous, lorsque vous avez le Linky, lorsque vous avez des technologies sans fil, etc. Et aussi à l'extérieur, lorsque votre habitation est proche d'une ligne à haute tension ou d'un transformateur électrique, vous êtes environné de champs électromagnétiques. Donc c'est de plus en plus difficile, lorsqu'on est devenu électrosensible notamment, pour vivre dans une zone habitable sans champs électromagnétiques. Donc quel est votre conseil en fait pour les gens puissent se protéger? Il y a deux types de situations où vous êtes électro-hypersensible ou vous n'êtes pas encore électro-hypersensible. Pour les électro-hypersensibles, le message de fond est bien sûr de se faire traiter le plus rapidement possible et d'avoir une éviction des champs électromagnétiques la plus grande possible, dans la mesure du possible. Alors, cela, c'est par exemple ne pas utiliser de téléphone portable, restreindre l'utilisation d'un ordinateur et en tout cas avoir une connexion filaire et non pas en Wi-Fi, porter des vêtements anti-ondes, protecteurs anti-ondes. Oui, ça existe. Oui, ça existe, oui. Et effectivement, fuir les zones, les lignes à haute tension, ne pas se faire poser de compteur Linky à domicile, etc., etc. Pour ce qui est des non-électro-hypersensibles, il faut, si possible, faire ce qui est dit pour les électro-hypersensibles, notamment réduire l'utilisation du téléphone portable à 20 minutes par jour. Alors, utiliser éventuellement des oreillettes, utiliser un ordinateur sans Wi-Fi, connecté en fil, ne pas se faire poser de compteur Linky, ce qui n'est pas toujours facile, mais il faut savoir résister. Et voilà. Donc, nous sommes avec des messages de prévention, sachant que l'électro-hypersensibilité est une maladie qui est très probablement induite par les champs électromagnétiques. Alors, on n'a jamais, si vous voulez, dans les preuves de causalité, c'est jamais du 100%, mais c'est probable, avec un pourcentage très probable de lien de causalité. D'accord. Et quelle est la réglementation en France? La réglementation en France, elle est fluctuante. L'ANSES, qui est une agence qui s'occupe de l'environnement au travail, reconnaît l'électrosensibilité comme condition pathologique, mais ne reconnaît pas le lien avec les champs électromagnétiques. Je suis l'un des rares à reconnaître le lien de causalité avec les champs électromagnétiques. Donc c'est encore du domaine de la confirmation scientifique. Alors il n'y a pas de réglementation. Alors il y a une réglementation du travail où l'entrepreneur est obligé de s'assurer du fait que les salariés ne sont pas exposés à des champs électromagnétiques. Ça, c'est d'ailleurs une directive européenne. Donc, il y a déjà... Vous voyez, il y a un paradoxe en France. On admet que les champs électromagnétiques sont dangereux, puisque même au niveau du droit européen, c'est le cas. Mais d'un autre côté, lorsqu'on parle des maladies, on n'admet pas forcément que c'est lié aux champs électromagnétiques. Donc c'est ça le paradoxe qui fait que nous sommes aujourd'hui encore dans une situation de crise à ce niveau-là.
Parce que vous avez qualifié, j'ai vu votre phrase, vous parlez d'un fléau planétaire Oui. et d'un crime contre la santé publique. Oui, bien sûr. C'est un crime planétaire parce que c'est une véritable pandémie. Le nombre d'électro-hypersensibles augmente. Bon, à partir du moment où cette électro-hypersensibilité est partout et qu'on sait qu'elle peut évoluer vers des états proches de la maladie d'Alzheimer, on est dans une situation où c'est les sociétés, les industries qui créent la maladie. Donc, si vous voulez, on est contre un crime sanitaire. Ça n'est pas aussi visible, par exemple, comme la guerre en Ukraine, où manifestement il y a un effet génocidaire qui existe. C'est moins visible, mais ça relève tout de même d'une espèce de crime contre l'humanité, comme également les pesticides. Donc on n'est pas dans quelque chose d'aussi nettement établi, mais c'est une hypothèse qu'on doit avoir à l'esprit lorsqu'on aborde cette électro-hypersensibilité. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message à passer au pouvoir politique et économique? Si vous voulez, je ne me fais pas d'illusions. Le pouvoir politique et économique ne prendra pas la décision de reconnaître la maladie, ou elle survient tardivement. Et mon combat actuellement, c'est via l'OMS, c'est-à-dire faire reconnaître par l'OMS cette pathologie. Là encore, ce sera difficile parce que l'OMS, si vous voulez, est financée en grande partie par les opérateurs. Donc il y a des conflits d'intérêts à ce niveau-là. Alors ce que je dis, c'est que la seule chance que nous ayons d'en finir avec le problème actuel, c'est de mettre le système, c'est de mettre la santé et l'environnement comme prioritaire par rapport au système économique. Mais tant qu'on n'aura pas inversé cette priorité, nous courons à la catastrophe. Je crois que avant de m'en aller de ce monde, je vais essayer encore d'organiser un congrès international avec l'OMS. Je ne sais pas si ce sera possible parce qu'il y a des interférences, des conflits d'intérêts au sein même de l'OMS. Et donc, si on a une reconnaissance par l'OMS, voilà ce que je pourrais ajouter, si on a une reconnaissance un jour par l'OMS d'un lien entre champ électromagnétique et électro-hypersensibilité, ou tout au moins une façon de diagnostiquer l'électro-hypersensibilité. Autrement dit, si nos travaux de recherche qui sont publiés dans des revues à comité de lecture internationaux, si c'est reconnu par l'OMS, on aboutira à une décision de l'OMS qui aura une valeur juridique. Car je crois que l'un des problèmes majeurs, c'est peut-être cela sur lequel je dois insister, c'est que le problème pourra être réglé au plan politique si on a un appui des juges et des avocats. Donc c'est au problème juridique que le problème se pose. Merci beaucoup, professeur. Voilà. Au revoir.